Le 15 mai 2025, l'aéroport de Bruxelles-Zaventem accueille un visiteur qui fait trembler les chancelleries européennes. Ibrahim Traoré, le capitaine de 37 ans qui dirige le Burkina Faso depuis son coup d'État de septembre 2022, descend de son avion gouvernemental avec une mallette noire sous le bras. Cette mallette contient, selon ses proches collaborateurs, des documents qui pourraient redéfinir les relations entre la France et l'Afrique de l'Ouest pour les décennies à venir. Traoré n'est pas venu à Bruxelles pour une visite de courtoisie. Depuis son arrivée au pouvoir, ce jeune officier formé à l'Académie militaire de Kadiogo a méthodiquement documenté ce qu'il appelle les mécanismes de domination néocoloniale française dans la région sahélienne. Son équipe, composée d'anciens cadres de l'administration burkinabé et d'experts en droit international, a passé des mois à compiler des preuves de ce qu'il considère comme une ingérence systématique de Paris dans les affaires intérieures des pays de la région. L'invitation à Bruxelles émane d'un groupe de députés européens progressistes, mené par la députée belge Marie Toussaint et l'allemand Martin Schirdewan. Ces parlementaires, critiques de la politique africaine, de l'Union européenne, ont organisé une conférence informelle intitulée « Vers une nouvelle gouvernance au Sahel ». Officiellement, il s'agit d'un forum de discussion sur les défis sécuritaires et économiques de la région. Officieusement, tout le monde sait que Traoré vient révéler des informations qui pourraient embarrasser sérieusement l'Élysée. La tension est palpable dans les couloirs du Parlement européen. Les services de renseignement français ont tenté jusqu'au dernier moment d'annuler cette visite. Des pressions diplomatiques ont été exercées sur les autorités belges. Des menaces voilées ont été proférées concernant la coopération militaire européenne au Sahel. Mais Traoré a bénéficié du soutien discret de plusieurs capitales européennes, notamment Berlin et Rome, qui voient dans cette initiative une opportunité de rééquilibrer l'influence française en Afrique. Le parcours de Traoré depuis son accession au pouvoir est marqué par une radicalisation progressive de son discours anti-français. Initialement perçu comme un simple putschiste, de plus dans une région habituée aux coups d'État, il s'est rapidement imposé comme un leader panafricaniste charismatique. Sa rhétorique, inspirée de Thomas Sankara, mélange nationalisme économique et critique acerbe du néocolonialisme. Mais contrairement à ses prédécesseurs, Traoré s'appuie sur une documentation méticuleuse pour étayer ses accusations. Les documents qu'il s'apprête à présenter proviennent de multiples sources. Certains ont été récupérés dans les archives de l'ancien régime de Rochmarc Christian Caboret, d'autres ont été transmis par des fonctionnaires africains, désabusés par des décennies de manipulation française. Les plus sensibles proviennent de fuites au sein même de l'administration française, transmises par un réseau de sympathisants que Traoré refuse de nommer, mais qu'il décrit comme des Français patriotes révoltés par la politique de leur pays en Afrique. L'ambiance à Bruxelles est électrique. Les médias internationaux se sont donné rendez-vous dans la capitale belge, attirés par les rumeurs qui circulent depuis des semaines sur le contenu explosif de la présentation de Traoré. Les chaînes de télévision africaines, de Al Jazeera à TRT World, ont dépêché leurs meilleurs journalistes. Même les médias français, initialement réticents, ne peuvent ignorer l'événement. Dans les heures qui précèdent la conférence, l'Élysée multiplie les contacts diplomatiques. Emmanuel Macron, selon des sources proches du palais présidentiel, a personnellement appelé plusieurs dirigeants européens pour minimiser l'importance de cette initiative. Le président français présente Traoré comme un aventurier politique instable, dont les allégations ne méritent pas l'attention des institutions européennes. Mais ces efforts de dernière minute semblent insuffisants face à la curiosité grandissante de l'opinion publique européenne. La salle Altiero Spinelli du Parlement européen, choisie pour l'occasion, se remplit progressivement. Diplomates, journalistes, représentants de la société civile et sympathisants de la cause africaine prennent place dans un silence tendu. L'atmosphère rappelle celle des grands procès historiques, quand la vérité s'apprête à éclater au grand jour. Traoré, vêtu de son uniforme militaire simple mais impeccable, vérifie une dernière fois ses notes. Il sait que les prochaines heures peuvent changer le cours de l'histoire des relations franco-africaines. À 14h30 précise, Ibrahim Traoré,
prend la parole devant une assemblée captivée. Sa voix, ferme et posée, contraste avec la gravité des révélations qui vont suivre. « Mesdames et messieurs », commence-t-il en français impeccable, « je viens aujourd'hui devant vous avec des preuves irréfutables de ce que l'Afrique subit depuis des décennies sous le joug d'un système néocolonial sophistiqué et implacable. » Le premier document qu'il présente date de 2019. Il s'agit d'un mémorandum interne du ministère français des Affaires étrangères, classifié « Secret défense », détaillant la stratégie française pour maintenir son influence au Burkina Faso, malgré la montée des tensions populaires. Le document, authentifié par des experts en documentation administrative, révèle l'existence d'un plan baptisé « Opération Baobab », visant à neutraliser les éléments subversifs au sein de l'armée burkinabé, tout en renforçant les réseaux pro-français dans l'administration civile. Les détails de cette opération glaçant l'assistance. Le mémorandum évoque explicitement le financement occulte de médias locaux, l'infiltration d'organisations de la société civile et la manipulation des processus électoraux. Plus troublant encore, il mentionne des mesures de dissuasion physique contre les leaders d'opinion hostiles à la présence française. Traoré précise que plusieurs journalistes et activistes burkinabés ont mystérieusement disparu ou ont été victimes d'accidents inexpliqués au cours de la période couverte par ce document. Le deuxième document, daté de mars 2022, soit quelques mois avant le coup d'État de Traoré, émane directement de l'Élysée. Cette note de service, signée par un conseiller proche d'Emmanuel Macron, ordonne le déclenchement de l'opération Harmattan. Cette opération consistait à déstabiliser le régime de Paul-Henri Sandaogo Damiba, le prédécesseur de Traoré, jugé insuffisamment coopératif sur les questions minières et militaires. Le document détaille les moyens de pression économique et diplomatique à exercer, ainsi que les contacts établis avec des officiers susceptibles de mener un nouveau coup d'État. L'ironie de la situation n'échappe à personne. La France, en cherchant à renverser Damiba, a indirectement facilité l'arrivée au pouvoir de Traoré, qui s'est révélé infiniment plus hostile aux intérêts français. Le capitaine burkinabé savoure ce moment en déclarant « Paris a voulu jouer aux apprentis sorciers. Ils ont créé leur pire cauchemar. » Le troisième document présenté concerne les accords miniers secrets conclus entre la France et plusieurs pays sahéliens. Traoré révèle l'existence de contrats parallèles, non publiés, qui garantissent à des compagnies françaises l'accès privilégié aux ressources minières en échange de soutien politiques et militaires. Ces accords, qu'il qualifie de « pacte léonin », privent les États africains de milliards d'euros de revenus annuels. Au Burkina Faso seul, les pertes sont estimées à plus de 2 milliards d'euros par an, une somme qui représente près de 30% du budget national. Les détails de ces arrangements financiers révèlent un système d'une sophistication remarquable. Les compagnies françaises obtiennent non seulement des tarifs préférentiels, mais bénéficient également d'exonérations fiscales massives et de garanties gouvernementales françaises contre les risques politiques. En contrepartie, elles s'engagent à financer des projets d'infrastructures dont la France garde le contrôle technique et commercial. Un véritable mécanisme de captation de richesses déguisé en coopération bilatérale. Le quatrième document, le plus explosif selon Traoré, concerne l'opération Barkhane et ses objectifs cachés. Contrairement au discours officiel centré sur la lutte antiterroriste, ce document interne de l'état-major français révèle que la mission avait également pour objectif de sécuriser les intérêts économiques français et de prévenir l'émergence de leaderships africains indépendants. L'opération comprenait une composante de renseignement économique visant à identifier et neutraliser les initiatives économiques locales susceptibles de concurrencer les entreprises françaises. Traoré révèle que Barkhane disposait d'unités spécialisées dans l'espionnage industriel et la guerre économique. Ces unités, officiellement chargées de la collecte de renseignements sur les groupes terroristes, espionnaient en réalité les entreprises chinoises, turques et russes implantées dans la région. Les informations recueillies étaient transmises aux compagnies françaises pour leur donner un avantage concurrentiel déloyal. Le cinquième document concerne la manipulation des cours de matières premières.
Traoré présente des échanges de courriels entre des traders parisiens et des responsables du Trésor français, datant de 2021, qui coordonnent des opérations spéculatives sur l'or et l'uranium africain. Ces manipulations, selon les calculs présentés par l'équipe de Traoré, ont coûté au pays sahélien près de 5 milliards d'euros en manque à gagner sur la période 2020-2024. L'assistance, médusée, découvre l'ampleur d'un système qu'elle soupçonnait sans en connaître les détails. Les journalistes présents prennent frénétiquement des notes, conscients d'assister à un moment historique. Dans les travées réservées à la diplomatie, les représentants français gardent un silence de plomb, leur visage trahissant un mélange d'embarras et de colère. Traoré conclut cette partie de sa présentation en révélant l'existence d'un 6e document qu'il garde pour la fin de son intervention. Il s'agit, annonce-t-il, d'un enregistrement audio d'une conversation entre Emmanuel Macron et un dirigeant africain datant de février 2024, dans laquelle le président français évoque explicitement la nécessité d'éliminer les éléments perturbateurs au Sahel. Cette révélation provoque un frémissement dans l'Assemblée et fait blêmir les diplomates français présents. L'impact des révélations de Traoré dépasse toutes les prévisions. Dès la fin de la première partie de sa présentation, les réseaux sociaux s'embrasent. Le hashtag #SahelFiles devient viral en quelques heures, dépassant les frontières africaines pour toucher l'opinion publique mondiale. À Paris, l'Élysée convoque en urgence une cellule de crise. Emmanuel Macron, selon des sources proches du palais présidentiel, entre dans une colère noire en découvrant l'ampleur des fuites. La réaction officielle française ne se fait pas attendre. À 16h30, soit moins de 2 heures après le début de la conférence de Traoré, le ministère des Affaires étrangères publie un communiqué cinglant. Catherine Colonna, encore en poste à cette date selon nos dernières informations, qualifie les documents présentés de montages grossiers et d'instruments de propagande anti-française orchestrés par des puissances hostiles. Elle annonce que la France réservera toutes les voies de droit contre ces calomnies. Mais cette réaction défensive sonne faux aux oreilles de nombreux observateurs. Jean-François Bayard, spécialiste reconnu de l'Afrique, déclare en direct sur France 24 que l'authenticité de ces documents ne fait guère de doute et que leur contenu correspond aux pratiques françaises observées depuis des décennies. Cette prise de position d'un expert respecté ébranle la version officielle française et donne une crédibilité supplémentaire aux accusations de Traoré. À Bruxelles, les réactions se multiplient. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, refuse de commenter directement mais annonce l'ouverture d'une réflexion approfondie sur les pratiques de coopération au développement en Afrique. Cette formule diplomatique masque mal l'embarras de Bruxelles, prise entre sa solidarité européenne avec la France et la nécessité de répondre aux attentes de l'opinion publique. Les députés européens présents dans la salle ne cachent pas leur stupéfaction. Marie Toussaint, l'organisatrice de la conférence, déclare que ces révélations confirment les pires soupçons sur les pratiques néocoloniales européennes. Elle annonce la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les relations entre l'UE et l'Afrique. Martin Schirdewan renchérit en réclamant des sanctions européennes contre les entreprises impliquées dans ces pratiques prédatrices. Du côté africain, les réactions sont unanimes. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, salue le courage de Traoré et annonce la mise en place d'un audit des contrats miniers conclus avec des entreprises françaises. William Ruto, président du Kenya, pourtant traditionnellement modéré, évoque la nécessité de réviser entièrement les relations entre l'Afrique et ses anciens colonisateurs. L'Union africaine convoque une session extraordinaire pour examiner les implications de ces révélations. La presse internationale s'empare massivement du sujet. Le New York Times titre « The Sahel Files » « How France maintained colonial control through secret operations ». Le Guardian évoque « A neo-colonial scandal that shakes European-African relations ». Die Welt parle de Frankreichs schmutzige Geheimnisse. Un Africa. Les secrets sales de la France en Afrique. Cette couverture médiatique internationale transforme ce qui aurait pu rester un incident diplomatique en crise majeure pour l'image de la France. Les marchés financiers réagissent également.
Les actions des principales compagnies françaises actives en Afrique chutent brutalement. Areva, Total, Orange et Bolloré perdent entre 5 et 12% de leur valeur en une seule séance. Les investisseurs craignent une remise en cause massive des contrats français en Afrique et anticipent des coûts juridiques considérables. À 18h, Traoré reprend la parole pour la deuxième partie de sa présentation. L'atmosphère a changé. Si la matinée était marquée par la curiosité, l'après-midi baigne dans une tension électrique. Les caméras du monde entier sont braquées sur ce jeune officier qui tient entre ses mains l'avenir des relations franco-africaines. Il commence par diffuser l'enregistrement audio promis. La voix d'Emmanuel Macron est parfaitement reconnaissable. Dans cette conversation avec un dirigeant africain non identifié, le président français évoque la nécessité de neutraliser définitivement les éléments perturbateurs au Sahel. Le contexte suggère qu'il ne s'agit pas seulement d'opérations militaires classiques, mais d'actions plus ciblées contre des personnalités précises. Quand son interlocuteur s'inquiète des méthodes employées, Macron répond « Il faut parfois accepter de se salir les mains pour préserver l'essentiel ». Cet enregistrement provoque un tollé dans l'assistance. Plusieurs députés européens quittent ostensiblement la salle, refusant d'écouter la suite. D'autres exigent des explications immédiates des représentants français présents qui se murmurent dans un silence gêné. La portée de ces propos dépasse le cadre diplomatique habituel pour toucher au domaine pénal. Traoré révèle ensuite l'existence d'un réseau d'agents français infiltrés dans les administrations africaines. Ces agents, recrutés lors de formations en France ou corrompus par des avantages financiers, transmettent régulièrement des informations confidentielles à Paris. Le réseau, baptisé Harmattan Network, comprendrait plus de 200 personnes réparties dans 15 pays africains. Certains occupent des postes de très haut niveau, y compris dans des ministères régaliens. Les noms cités par Traoré font l'effet d'une bombe. Ils révèlent l'identité de plusieurs hauts fonctionnaires africains qui auraient trahi leur pays pour le compte de la France. Parmi eux, des conseillers présidentiels, des directeurs d'administration fiscale et même des responsables militaires. Cette dénonciation publique équivaut à signer leur arrêt de mort politique et, dans certains cas, met leur vie en danger. La fin de cette deuxième partie se concentre sur les mécanismes financiers de la domination française. Traoré détaille le fonctionnement du franc CFA, qu'il qualifie de carcan monétaire, maintenant l'Afrique francophone dans la dépendance. Il révèle l'existence d'accords secrets autorisant la France à puiser directement dans les réserves des banques centrales africaines en cas de situation d'urgence nationale. Ces ponctions, parfaitement légales selon les textes signés, privent l'Afrique de dizaines de milliards d'euros destinés à son développement. L'onde de choc se propage déjà bien au-delà de Bruxelles. À Niamey, Bamako et Ouagadougou, des manifestations spontanées s'organisent pour soutenir Traoré et réclamer la rupture des accords avec la France. À Paris, l'opposition politique s'engouffre dans la brèche. Marine Le Pen dénonce l'impérialisme macronien, tandis que Jean-Luc Mélenchon réclame une commission d'enquête parlementaire. Même dans la majorité présidentielle, des voix s'élèvent pour demander des clarifications urgentes sur ces révélations. Alors que la soirée tombe sur Bruxelles, Ibrahim Traoré entame la phase finale de sa présentation historique. L'assistance, épuisée par 6 heures de révélation, reste suspendue à ses lèvres. Ce qui s'annonce maintenant dépasse le simple exercice de dénonciation pour esquisser les contours d'un futur radicalement différent pour les relations entre l'Europe et l'Afrique. Traoré présente d'abord sa vision géopolitique de l'après-néocolonialisme. L'Afrique, déclare-t-il, ne peut plus accepter d'être le terrain de jeu des anciennes puissances coloniales. Notre continent dispose des ressources, de la jeunesse et de l'intelligence nécessaires pour construire son propre destin. Il annonce la création prochaine d'une « alliance des États libres d'Afrique », regroupant les pays qui ont rompu ou s'apprêtent à rompre avec les anciens schémas de dépendance. Cette alliance, selon les documents qu'il présente, comprendrait initialement le Burkina Faso, le Mali, le Niger et pourrait s'étendre rapidement à d'autres pays. Le projet
prévoit la création d'une monnaie commune, distincte du franc CFA, adossée aux ressources minières des pays membres. Un système bancaire panafricain permettrait de financer le développement sans recours aux institutions financières occidentales traditionnelles. Les partenaires de cette nouvelle alliance sont déjà identifiés. La Chine, la Russie, la Turquie et plusieurs pays émergents ont manifesté leur intérêt pour collaborer avec cette Afrique libre. Traoré révèle l'existence d'accords préliminaires portant sur des investissements de plus de 50 milliards de dollars sur les 5 prochaines années. Ces investissements couvriront les infrastructures, l'éducation, la santé et la technologie, domaines négligés par la coopération française traditionnelle. La riposte française ne se fait pas attendre. Dès 21h, Emmanuel Macron s'exprime depuis l'Élysée dans une allocution télévisée solennelle. Le président français qualifie les accusations de Traoré de « manipulation éhontée orchestrée par des puissances hostiles à la France et à l'Europe ». Il annonce le rappel immédiat de tous les ambassadeurs français dans les pays sahéliens et évoque la possibilité de mesures de rétorsion économique contre les États qui soutiendraient ces calomnies. Mais cette réaction agressive semble contre-productive. Les réseaux sociaux africains explosent de colère contre ce qu'ils perçoivent comme des menaces néocoloniales à l'ancienne. Des manifestations se multiplient devant les ambassades françaises à travers l'Afrique. À Dakar, Abidjan et Libreville, des foules en colère réclament l'expulsion des diplomates français et la renégociation de tous les accords bilatéraux. L'effet domino tant redouté par Paris se matérialise rapidement. Félix Tshisekedi annonce la suspension de tous les contrats miniers français en RDC, le temps d'un audit complet. Paul Biya, pourtant fidèle allié de la France depuis des décennies, convoque l'ambassadeur français pour des explications urgentes. Même Alassane Ouattara, président ivoirien traditionnellement pro-français, déclare que ces révélations, si elles s'avèrent exactes, nécessiteront une révision complète de nos relations bilatérales. À Bruxelles, Traoré savoure ce moment historique. Il conclut sa présentation en lançant un appel solennel aux dirigeants européens. L'Europe a le choix entre maintenir un système néocolonial condamné par l'histoire ou construire avec l'Afrique un partenariat d'égal basé sur le respect mutuel et l'intérêt partagé. Il propose la tenue d'une conférence panafricaine en 2025 pour redéfinir entièrement les relations entre les deux continents. Les implications économiques de ces révélations se précisent dans les jours suivants. Les analystes estiment que la France pourrait perdre entre 30 et 50% de ses positions économiques en Afrique subsaharienne si la dynamique actuelle se poursuit. Les entreprises françaises, confrontées à une hostilité croissante, commencent à réévaluer leurs stratégies africaines. Certaines envisagent déjà de céder leurs actifs avant qu'il ne soit trop tard. La classe politique française se divise face à cette crise sans précédent. Une partie de l'opinion réclame une politique plus respectueuse de la souveraineté africaine, tandis qu'une autre pousse pour une attitude ferme face à ce qu'elle considère comme du chantage. Emmanuel Macron, pris entre ces deux feux, semble hésiter sur la stratégie à adopter. Du côté africain, l'enthousiasme pour la démarche de Traoré ne fait que croître. Les réseaux sociaux regorgent de messages de soutien utilisant les hashtags Afrique libre et ASAC fin du néocolonialisme. Des intellectuels, des artistes et des leaders d'opinion de tout le continent saluent le courage historique du jeune capitaine burkinabé. L'université de Cheikh Anta Diop à Dakar annonce la création d'une chaire Ibrahim Traoré, consacrée à l'étude de la décolonisation économique. Les puissances émergentes observent attentivement cette évolution. La Chine, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, exprime son soutien aux peuples africains dans leur quête légitime de souveraineté. La Russie va plus loin en proposant une assistance technique et financière aux pays africains souhaitant se libérer des chaînes néocoloniales. Ces déclarations ajoutent une dimension géopolitique globale à ce qui était initialement une crise franco-africaine. L'Union européenne se trouve dans une position délicate, tiraillée entre sa solidarité avec la France et la nécessité de préserver ses relations avec l'Afrique,
Bruxelles hésite sur l'attitude à adopter. Plusieurs États membres, notamment l'Allemagne et l'Italie, font discrètement savoir qu'ils ne suivront pas automatiquement la France dans d'éventuelles mesures de rétorsion contre les pays africains. 3 mois après la conférence de Bruxelles, le bilan est sans appel. L'initiative de Traoré a déclenché un processus irréversible de remise en cause des relations franco-africaines traditionnelles. 7 pays ont officiellement dénoncé leurs accords de coopération militaire avec la France. 12 autres ont suspendu ou renégocié leurs contrats économiques majeurs avec des entreprises françaises. Le franc CFA, pilier du système monétaire français en Afrique, vacille face au projet de monnaies alternatives. Pour Traoré, cette évolution marque le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique. Dans une interview accordée à la BBC, depuis Ouagadougou, il déclare « Nous avons montré au monde que l'Afrique n'acceptera plus jamais d'être traitée comme une chasse gardée. Notre continent est prêt à écrire sa propre histoire. » Cette déclaration, prononcée avec la même détermination tranquille qui caractérisait sa présentation à Bruxelles, résonne comme un testament politique pour les générations futures. L'onde de choc des Sahel Files continue de se propager, redessinant la carte géopolitique africaine et remettant en question 60 ans de relations post-coloniales. L'histoire jugera si cette révolution pacifique aura tenu ses promesses de libération et de développement pour l'Afrique, mais une chose est certaine, plus jamais les relations entre l'Europe et l'Afrique ne seront les mêmes après ce jour historique de mai 2025 à Bruxelles.